Bonjour à tous, Midi Pile consacré aux élections départementales sur Éclair TV et Éclair FM. Avec nous aujourd'hui les candidats du canton numéro 4, autrement dit le canton Bémao 1. Nous avons donc invité à débattre les deux binômes titulaires qui briguent les suffrages des électeurs. Sont donc présents sur ce plateau. D'un côté, Michel Mado et Hélène Polifonte. Bonjour. 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 Et de l'autre, Joseph Lay et votre colistière Gillette Benoni, on le précise, n'est pas présente. Donc Joseph Lay, vous allez concentrer tout le temps de parole de votre binôme durant ce débat. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le candidat Joseph Lay qui a été tiré au sort pour ouvrir les débats d'ici quelques instants. Et le dernier mot, en fin d'émission, reviendra au binôme Mado-Polifonte. Mais d'abord, avant d'entamer donc ce débat, l'actualité. L'actualité, c'est le dossier de l'eau. Ce matin, la commission d'enquête parlementaire sur la mainmise sur l'eau par les intérêts privés et ses conséquences en Guadeloupe a rendu donc compte de ses auditions dans notre département et fait part de ses recommandations. Nous retrouvons sur place au Gosier Linda Kayersi. Bonjour Thierry, tout à fait. Je me trouve au Gosier où vient de se terminer la conférence de presse, bilan de la commission d'enquête parlementaire concernant de l'eau en Guadeloupe. À mes côtés, j'ai Mathilde Panot, la présidente de cette commission d'enquête parlementaire. Donc la première question, quel est justement le bilan de cette commission d'enquête? Alors merci déjà pour l'invitation. Le bilan entre l'État qui a été défaillant sur de nombreux aspects, notamment sur des outils qui ont été mis en place qui n'étaient pas du tout adaptés. Vous avez des élus qui ont manqué à leur devoir de contrôle de manière extrêmement évidente, et puis la Générale des eaux ou d'autres acteurs privés d'ailleurs qui ont été finalement libre cours de leur choix et qui ont amené dans cette situation catastrophique, avec en plus un syndicat qui n'investissait pas assez dans le renouvellement des réseaux. Donc vous avez de part et d'autre des responsabilités croisées extrêmement fortes qui mènent à une violation des droits humains évidente et du droit fondamental à l'eau, qui mènent à un scandale qui nous inquiète énormément, qui est la question de l'assainissement, avec quelqu'un qui nous dit en audition de l'ARS que si on ne fait rien ou si on continue comme ça, et bien dans 10 ans, il n'y aura plus aucun point de baignade en Guadeloupe avec des qualités d'eau qui sont bonnes ou excellentes, ce qui doit quand même nous inquiéter collectivement, notamment pour l'avenir économique, mais pas que, pour des questions sanitaires qui sont des questions sanitaires évidentes, de maladies chroniques, de maladies aiguës. Donc on a en tout cas des défaillances extrêmement fortes qui ont mené à ce désastre que connaissent aujourd'hui toutes les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Et donc dans les choses que nous portons avec la commission d'enquête, il y a évidemment la question d'un plan d'investissement massif qui permettrait lesquels l'État doit s'impliquer parce que l'État a une responsabilité sur le risque sanitaire et notamment parce que la Commission européenne risque de saisir la Cour européenne de justice pour faire condamner la France sur la question de l'assainissement, notamment en Guadeloupe. On a une chose que moi je porte énormément qui est la gestion directe, citoyenne, publique de la question de l'eau qui me semble extrêmement important en termes de transparence et en termes de codécision. Après, on aura beaucoup des recommandations sur la question du chlordécone sur lequel cela ne va pas assez vite, de la protection de captage. En tout cas, on a une inquiétude sur la question de la ressource en eau. Donc, je crois qu'il y a une urgence extrêmement forte. En tout cas, c'est ce qu'on a découvert, c'est que l'urgence temporelle, en plus de toutes celles et ceux qui souffrent des tours d'eau ou qui ne sont pas raccordés à l'eau parfois, eh bien, il y a une urgence temporelle très forte sur la question de santé et d'environnement. Alors, est-ce qu'il y a eu, durant cette enquête, je peux dire comme ça, des zones d'ombre, enfin des pistes auxquelles vous avez eu du mal à obtenir des réponses claires qui vous aident justement à avancer dans cette enquête? Alors il en reste encore beaucoup, c'est pour ça que je disais que c'était les premières conclusions de notre commission d'enquête ici sur la partie Guadeloupe, sur lequel on a quand même consacré un peu plus d'un tiers de nos auditions de toute la commission d'enquête sur cette question du scandale de l'eau en Guadeloupe. Donc il reste des zones d'ombre et on va encore recevoir des documents sur lesquels j'espère
on apprendra encore d'autres choses. Mais ce qui est évident, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de mal dans cette commission d'enquête à avoir des réponses précises, à tel point qu'on a dû demander les contrats et les avenants entre la Générale des Eaux et le SIAG pour comprendre quelles étaient les responsabilités des uns et des autres. Et oui, je crois que toute la lumière est loin d'être faite sur cette question, et j'espère que cette commission d'enquête aidera aussi et bien justement à lever la lumière sur toutes ces zones d'ombre qui restent et à enclencher d'autres choses derrière. En tout cas, nous, on va faire notre travail de parlementaire vraiment très sérieusement et en y mettant toute notre énergie pour que eh bien, ça ne soit pas juste un rapport qu'on rende mi-juillet et qu'après on ait fini notre rapport et ça soit fini, malgré les trentaines d'heures d'audition, mais bien qu'on utilise tout notre pouvoir d'amendement, de proposition de loi, de questions au gouvernement pour que des actes soient suivis des faits pour ce rapport. Très bien, je vous remercie. Je rappelle que nous étions avec Mathilde Panot, la présidente de cette commission parlementaire d'enquête sur la problématique de l'eau en Guadeloupe. On se revoit tout à l'heure avec le rapporteur, monsieur Olivier Servat. Parfait, merci à vous Linda Kayarsi. On vous retrouve d'ici quelques instants. Retour donc sur notre plateau avec les candidats engagés dans la course au départemental dans le premier canton de Bémao. Donc comme nous le disions il y a quelques instants, c'est donc Joseph Lay qui a l'opportunité d'ouvrir les débats. Joseph Lay, d'abord, vous vous présentez devant les électeurs sous quelle bannière ? Bon, tout d'abord, bonjour pour l'invitation, bonjour à Madame Polifonte, bonjour à Monsieur Madou, bonjour aux électeurs du 4e canton. Je me présente sous la bannière de notre groupe local politique Rassemblée Bémao. Et la motivation qui m'anime, c'est suite à des réflexions que l'on porte lors de nos séances de travaux, à savoir comment mettre en cohérence toutes les politiques publiques obligatoires et volontaristes du département en ayant pour objectif le bien-être des administrés, des forces vives et des entreprises. Pour ce faire, un idéal nous guide, c'est le respect. La réussite de ces actions sera basée sur des programmes cohérents, réalisés à partir d'éléments concrets, sans arrière-pensée politique et sans démagogie. Très bien. Et donc, pourquoi êtes-vous candidat? Pourquoi briguez-vous des suffrages des électeurs? Mais nous avons, suite aux élections de mars 2020, nous avons obtenu 7 sièges au conseil municipal. Dans notre objectif toujours dans cet objectif des élections municipales, donc nous avons jugé utile de poursuivre ce combat, de poursuivre ces éléments d'information. Et les élections départementales, ce sont le moment opportun pour questionner la population sur sa volonté de changement et pour nous aussi en retour, nous ayons les éléments d'information susceptibles d'avancer dans la programmation que nous avons faite. Très bien. Michel Madou, c'est à vous. Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous candidat? Qui je suis? Alors, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs d'Éclair TV. Bonjour à la population bémaotienne, précisément à nos électeurs du canton 1 de Bémao qui sont amenés à voter pour nous. Alors, pourquoi nous sommes candidats? Pourquoi je suis candidat? Mais j'ai envie de dire, dans une suite logique, on s'engage pour sa ville, on s'engage pour ses administrés, on s'investit d'une mission et on est renforcé par la confiance de nos administrés, justement, et on a envie d'aller plus loin, toujours dans l'intérêt de la population, de défendre certaines valeurs et de donner du sens à l'action publique réellement, quoi. Parfait. Hélène Polifonte, maire de Bémao, on précise. Bonjour aux Guadeloupéens, mais plus singulièrement la population bémaotienne sur le canton 4-1. Bien, c'est vrai, je suis engagée en politique depuis 2001. J'ai été d'abord adjointe au maire en charge des affaires sociales au niveau de la ville de Bémao. Et puis, il s'agit pour moi, dans une suite logique, comme Michel vient de le dire, de faire en sorte que nous puissions représenter notre collectivité au conseil départemental. Et fort effectivement, comme vient de le dire Michel, poussé par la population, puisque nous avons ce sentiment de bien représenter notre collectivité avec humilité et puis humblement. Et là, nous avons
avons été plébiscités pour cela, donc nous voulons continuer. Et je remercie M. Lé de l'utilisation d'une phrase, effectivement, qui apparaît dans le début de notre programme. Il s'agit pour nous, en termes d'ambition, d'avoir une cohérence de projets et d'actions pour notre territoire et particulièrement servir et conjuguer, en tout cas servir de lien entre le conseil départemental, le PCI Cap Excellence, la région Guadeloupe et la ville de Bémarou. Très bien. Donc on a clairement compris, hein, c'est, j'allais dire, pas totalement un remake des municipales, sans vouloir municipaliser le scrutin, mais c'est en clair majorité contre minorité municipale. Oui. Faire simple. Pour faire simple, oui. C'est une configuration. C'est une configuration. Pourquoi dire le contraire? Non, c'est une configuration. Il se trouve que aujourd'hui le candidat Lé qui est face à nous est aussi membre de l'opposition de la minorité à la ville. Donc la configuration elle est celle-là. Mais c'est vrai qu'on se détermine jamais par rapport à l'autre. On se détermine par rapport à ce que l'on souhaite pour sa population et au combat qu'on souhaite mener en tous les cas. Une question, la relation de l'élu départemental avec la population, comment la concevez-vous, Joseph Lé? Moi, je la conçois toujours dans ma logique de contact humain, de rapports sociaux, à savoir édifier une permanence, avoir un lieu pour la réception de ses administrés et à partir de là, instaurer un dialogue, instaurer des échanges afin que nous puissions, dans un premier temps, nous entendre, nous écouter et se mettre d'accord sur les problématiques de l'habitant, sur les problématiques de l'administré et voir en somme, voir comment on peut faire pour avancer. Très bien. Je vous poserai la même question d'ici quelques instants, Michel Mado et Hélène Polifonte, mais nous repartons avec Linda Kayarsi, donc depuis l'hôtel Arawak. Linda Kayarsi qui est aux côtés normalement du député Olivier Servat, rapporteur donc de cette commission d'enquête parlementaire sur l'eau en Guadeloupe. C'est à vous, Linda Kayarsi. Oui, monsieur, oui, Thierry, nous sommes encore une fois toujours à l'hôtel Arawak, tenu cette conférence de presse parlementaire sur l'eau. À mes côtés, le député Olivier Servat, qui est également rapporteur de cette commission. Alors tout d'abord, première question, quel bilan peut-on tirer de cette commission d'enquête? Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour M. Fenderi, bonjour aux téléspectateurs de TV. En réalité, on tenait à faire un point d'étape à date, à l'issue de pas mal d'auditions effectuées, pour faire un point pour savoir pourquoi en sommes-nous aujourd'hui pendant la gestion de l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. Ce qu'on a compris, la Générale des eaux arrive en Guadeloupe dans les années 1960-68. De 1968 jusqu'aux lois de décentralisation, c'est-à-dire 1981, elle gère les choses en lien avec qui finalement a un regard, j'allais dire, de proximité avec la Générale des eaux. Pendant ce temps, nous avons surtaxes perçues par les communes qui sont censées, dans cette surtaxe, faire la réparation des réseaux. Sauf que beaucoup n'ont pas de budget annexe eau et assainissement et nous avons donc une grande part de ce budget qui part dans le budget général des collectivités des mairies qui consacrent ses ressources à faire d'autres choses que la réparation des réseaux d'eau et d'assainissement. Ensuite, nous avons en 2008 une problématique liée à un problème entre le SIAG et la Générale des eaux. Et le SIAG veut remettre en cause la délégation de service public de la Générale des eaux, ce qu'il fait. Et la Générale des eaux devient marché à bonne commande, aller réparer tel réseau-là, aller réparer tel réseau-là. Eh bien, ça conduit à ce que, comme le SIAG n'a pas à ce moment-là l'expertise nécessaire pour pouvoir eh bien, les 2011, on a ce qui est qualifié par la Générale des eaux d'accident industriel. Accident industriel qui conduit à ce que pendant 2, 3, 4 années, des Guadeloupéens et Européennes n'ont pas de facturation, n'ont pas de facture d'eau. Ils ne pas les payer. Et quand on voit 10, 15 factures, vous doutez bien qu'ils doutent de la confiance et du sérieux de celui qui gérait à ce moment la facturation. La Générale concomitante à cela, 2014, vous avez la communalité sur la gestion de l'eau. Donc on avait un opérateur qui gérait l'eau en solidarité en fonction des territoires qui n'avaient pas d'eau, qui avaient de l'eau, et avait une vision globale du système, à une balance de la gestion de l'eau dans chacune des intercommunalités. Et là,
entre les intercommunalités. Un tel dit, c'est moi qui ai l'eau, pourquoi je la vendrais si peu cher? La plus grande quantité d'abonnés, donc c'est moi qui devrais décider. Et on se retrouve à une dégradation brutale du réseau parce que chacun a une vision parcellaire des choses. Voilà un petit peu la situation que nous avons aujourd'hui pour la situation de l'eau en Guadeloupe. Qu'il y a un scandale, c'est sur l'assainissement. Et j'insiste dessus, c'est un scandale. Aujourd'hui, si on ne fait rien, ou si on continue comme ça, dans 10 ans, dans une ville, dans une île touristique, balnéaire, et pour nous aussi, les baignades ne seront pas de qualité excellente. 0% n'auront pas de qualité. Ensuite, aujourd'hui, les nappes phréatiques sont polluées, les cours d'eau sont pollués, les herbiers, c'est-à-dire ceux qui permettent de nourrir les coraux dans le grand cuc de Sac-Marin et le petit cuc de Sac-Marin, sont pollués parce que quoi? Eh bien, souvent, notamment dans le terme, nous avons un habitude où les personnes n'ont pas la capacité de réparer leurs fosses septiques qui ne sont pas aux normes. Et on leur demande 2 à 3 000, 4 000 euros, elles n'ont pas les moyens de faire ça. Aujourd'hui, les intercommunalités ont la compétence de pouvoir contrôler chacune des fosses septiques. Elles n'ont pas encore pu mettre ça en œuvre totalement. Et nous avons par ailleurs des habitats collectifs où les usines d'assainissement ne sont pas aux normes, où elles ont été surdimensionnées, comme on l'a vu, à Port-Louis. Donc en clair, sur cela, il est de la responsabilité finale de l'État de dire quoi? De dire qu'il est responsable de la situation sanitaire en Guadeloupe et en France. Et d'ailleurs, l'Union européenne met en cause l'État pour le mettre en demeure de mettre aux normes toutes ces stations d'épuration et cette situation d'assainissement, même si ce n'est pas de sa compétence, j'allais dire, territoriale, c'est de sa compétence générale sur la situation sanitaire. Et sur ça, on ne peut pas se contenter d'être tergiversant et de se renvoyer la balle trop facilement parce qu'au final, ce sont des enfants. Hier, nous étions à Rivière-des-Pères. Une situation d'assainissement très compliquée où il y a des odeurs pestilentielles. 30 mètres, j'ai vu, nous avons vu des enfants qui n'étaient pas à l'école parce que l'école n'avait pas d'eau, se baigner dans... Et quand j'ai appelé la directrice de l'ARS, elle m'a dit, oui, monsieur le député, ça n'est pas une eau de baignade répertoriée, donc ça veut dire que ça n'est pas une responsabilité, c'est du maire qui doit signaler que cet endroit est impropre à la baignade, mais cet endroit n'a pas été testé parce qu'il n'est pas une eau de baignade. Vous voyez, donc tout le monde se renvoie la balle et au final, ce sont nos enfants qui se baignent dans cette eau-là. Et au final aussi, pour dire que concernant le syndicat mixte ouvert, le SMO, il est temps de parler très clairement sur les dettes. On est en retard parce que c'est au 1er septembre que ça doit commencer et là on est déjà mi-juillet, mi-juin, on est déjà mi-juin, donc on est en retard. Sur les dettes fournisseurs, quand une structure, une régie sera liquidée, en principe les dettes de cette structure ces dettes suivent le régime de la liquidation et donc elles ne vont pas être transférées à une autre collectivité en principe. Ça, c'est la première des choses. Donc on doit être clair sur ça. C'est d'ailleurs le préfigurateur, l'un des préfigurateurs, le préfet Samuel, qui me l'a indiqué, qui nous l'a indiqué. Ensuite, les créances clients. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de facturation tout à l'heure. Mais comment voulez-vous qu'on puisse demander aujourd'hui à ces personnes de payer des factures qui sont prescrites souvent, qui ont été envoyées en retard et par dizaines? Donc il faut remettre ça à plat et ne pas demander aux Guadeloupéens ces factures qui ont été maltraitées et indûment envoyées. Donc on est dans cette logique-là. Et enfin, il faudra que l'on sache, dans ces syndicats mixtes ouverts, est-ce qu'il y aura un gros opérateurs, ou est-ce qu'il y en aura peut-être 3, un pour la Basse-Terre, un pour le centre et un pour la Grande-Terre? Je crois que ces réponses doivent arriver le plus rapidement possible, sans oublier la situation des salariés qui doit être traitée, parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça dans l'ignorance. Nous avons rencontré, la commission d'enquête a rencontré des hommes et des femmes techniciens engagés et volontaires pour pouvoir gérer la question de l'eau en Guadeloupe. Le public décide de façon objective, sans perdre de énergie, sur plusieurs années. Je vous remercie, monsieur Olivier Servat. Je rappelle que vous êtes député de Guadeloupe, mais également rapporteur de cette préliminaire. Merci à vous, Linda Kayersi. Conclusion de cette commission d'enquête. Parfait, merci à vous, Linda Kayersi.
On s'excuse pour la qualité de cette retransmission qui ne dépendait pas, qui ne relevait pas de notre fait. On a fait au mieux. Nous revenons donc dans ce débat consacré au départemental dans le premier canton des Abîmes. Nous en étions donc à la relation de l'élu. On parlera évidemment longuement de ce dossier de l'eau d'ici quelques instants. Mais d'abord, même question que celle posée à Joseph Lay il y a quelques instants. La relation de l'élu départemental avec la population, comment vous la concevez Hélène Polifonte. Mais je pense que quel que soit en tout cas, le mandat qu'on a en tant qu'élu, c'est ça, on a une certaine proximité, une certaine relation. Mettre l'humain, et c'est ce que nous faisons depuis un certain nombre d'années, mettre l'humain au cœur de toutes nos politiques publiques, répondre aux doléances et aux besoins de notre population. Mais il y a nécessité aussi d'avoir un langage de franchise et de vérité quand il s'agit de l'avoir. Et quand on a des possibilités, on dit oui. Et quand on ne peut pas, il faut pouvoir être franc. Cette franchise, elle est très importante et ne pas vendre du rêve à la population. Mais dans tous les cas, s'il y a une chose essentielle, c'est faire en sorte de maintenir la proximité avec l'homme. Très bien. Michel Mado. Oui, cette proximité de fait, c'est-à-dire qu'il faut pas aujourd'hui, et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a un réel taux d'abstention, où il y a un désamour, j'ai envie de dire, de la classe politique. Très souvent, on a des élus ou des candidats qui sont hors sol. C'est-à-dire qu'on les voit qu'en période électorale où ils sont dans des postures, mais ils ne sont pas réellement dans la mission qui est la leur, c'est-à-dire défendre l'intérêt public, défendre l'intérêt de la population. Donc quel que soit le mandat que l'on sollicite, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute de cette population et qu'on soit honnête avec elle-même par rapport aux prérogatives qui sont les nôtres. Et j'ai envie de dire, cette élection, ce suffrage auquel nous participons, qui est celui de la collectivité départementale, c'est d'autant plus vrai puisque, comme on aime à le dire, et depuis les quelques semaines où on sillonne vraiment le territoire dans le cadre de ces élections, c'est la collectivité de toutes les équités, vraiment de la solidarité. Donc on ne peut pas prétendre à cette élection, on ne peut pas prétendre à cette confiance si on est un candidat ou un élu hors sol, quoi. On constate une défiance de l'opinion à l'égard de la classe politique. La Guadeloupe ne fait pas exception. Comment y remédier, Joseph Lay? Comment y remédier? Moi, je pars du principe qu'un petit territoire comme notre département requiert aujourd'hui trop de problèmes, trop de conflits sociaux, trop de difficultés. La population a du mal à se retrouver en elle-même et a du mal aussi, et surtout ne comprend pas la réactivité de leurs élus. Je prends par exemple la grève au niveau des collectivités qui dure à peu près depuis 4 mois. Donc, moi, je pense qu'on aurait pu prévoir en amont. Et c'est là l'efficacité de la gestion. Et c'est là aussi que l'opportunité de l'homme politique doit primer. C'est d'être réactif, de ne pas fonctionner, de ne pas réagir par à coup. Donc, on perd du temps et ça rend inefficace notre action et au niveau de la population, ça nous décrédibilise. Très bien, même question. Comment remédier à cette défiance de l'opinion des Guadeloupéens à l'égard de la classe politique? Ben, il est important, j'ai envie de dire que la parole de l'homme vaut l'homme, quoi. Donc il est important quand on présente son programme, quand on dévoile toutes ses ambitions et sa dévotion pour enfin en tous les cas nous, pour la ville de Bémao, pour nos administrés, pour la Guadeloupe de manière plus large, il s'agit d'être à la hauteur de la fonction, mais aussi de respecter la parole donnée, de ne pas faire de fausses promesses. Bon, l'exemple peut-être des conflits sociaux, c'est pas totalement un bon exemple, je vais dire pourquoi. Parce que c'est un conflit qui est général, et c'est-à-dire que même une collectivité qui avait déjà pu régler un certain nombre, qui avait anticipé certaines difficultés, qui avait réglé certains points, ben elle se retrouve logée à la même enseigne où tout est bloqué. Donc après, il y a peut-être une pédagogie à faire au niveau de la population pour expliquer le pourquoi des conflits sociaux, à quel point chaque collectivité est par rapport aux revendications. Et là, on aura des surprises de voir que tout le monde n'est pas ni des mondes qui en rétannent, ni des mondes qui en avancent, ni des mondes qui n'ont pas fait rien, voilà. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que l'élu soit à la hauteur de la fonction qu'il prétend honorer et qu'on respecte la parole donnée et qu'on arrête de faire croire aux gens que tout le monde sera fonctionnaire, tout le monde sera un agent de collectivité.
qu'on arrive à accompagner cette jeunesse, qu'on parle de la jeunesse. Quand on parle de la jeunesse, c'est une chose, mais maintenant, quand on travaille pour elle, c'est une autre. Et on s'inscrit vraiment dans ça, Hélène et moi, et je pense qu'il faut vraiment cette fidélisation de la parole et des actes afin que la confiance puisse être nouée, quoi. Hélène Polifonte. Moi, je suis totalement en phase avec les propos de Michel. Hein. C'est surtout, et on le voit bien, quand il y a une campagne électorale, bien, on a des candidats, ils viennent et font des promesses à la population. Et là, c'est ça le véritable danger. Et quand on n'est pas en mesure de pouvoir les tenir. Et je vais dans le sens aussi en disant que la problématique du conflit social qui existe aujourd'hui, c'est pas l'exemple de référence, puisqu'on voit c'est pas un conflit qui concerne uniquement le territoire de Bemao, mais s'agissant de Bemao, je crois que quand on parle d'anticipation, nous avons démontré que nous sommes capables d'anticiper puisque nous avons tout fait. Je prends l'exemple de la cantine. Nous avions en amont travaillé sur un marché de manière à ce que nous puissions accompagner les enfants et c'est ce qui se fait depuis la grève. Les enfants de Bemao mangent et puis on regarde aussi le territoire de la ville. Également, on sent que quand on regarde ailleurs, on sent l'empreinte de la grève et quand on vient sur Bemao, on sent quand même qu'il y a un travail qui se réalise en matière d'environnement. Très bien. Nous parlions donc il y a quelques instants du dossier de l'eau. Bemao n'échappe pas aux coupures. Certaines sections en ont fait les frais ce matin encore. Tableau très sombre et inquiétant que celui établi par la commission d'enquête parlementaire sur l'eau, avec son rapporteur Olivier Servat, que vous avez entendu il y a quelques instants, et la présidente de cette commission auparavant. Que vous inspire l'évolution de ce dossier et ce qu'on a entendu qui est quand même assez grave et préoccupant pour le pays? Alors, sur certains points, c'est vrai qu'en tant que futurs conseillers départementaux, ce que l'on souhaitait, on peut peut-être se prononcer sur quelque chose de très essentiel qu'a dit le député rapporteur Servat quand il parlait des fosses septiques et des personnes qui sont en difficulté pour en faire l'acquisition. Et c'est vrai que c'est là aussi que le conseil départemental devra trouver tout son rôle, en partenariat déjà avec les villes qui décèlent les familles en situation de difficulté, afin qu'on puisse anticiper et aider ces familles à faire l'acquisition, mais simplement pour des questions de dignité et des questions sanitaires qui sont logiques. Très bien. Maintenant, vous allez pouvoir poursuivre tout à l'heure. On va d'abord écouter Joseph Lé sur le sujet. Lors de la précédente question, quand j'ai pris l'exemple de la grève, c'était pas pour non, c'était pour généraliser. Je voulais prendre le problème de l'eau, des transports et compagnie. Ouais, okay. Bon, moi je pense que la gestion de l'eau, c'est encore la relation que l'on a en matière de gestion des deniers publics. Il y a la gestion des deniers publics et le cas spécifique de l'eau reflète en gros cette nonchalance qu'avaient les responsables de ces organismes quant à l'utilisation, si tu veux, pervers, si je peux dire ainsi, des fonds publics donnés à volo et que aucun contrôle en contrepartie n'était fait à ce niveau-là. Et cela a duré pendant 20 ans. Oui, mais problème, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'il faut pointer les responsabilités, comme on a pu l'entendre? Est-ce qu'on fait table rase? De toute façon, faire table rase, c'est prendre un engagement monstrueux. Bon, moi, je pense qu'il faut dans un premier temps mettre tout à plat, travailler à partir du rapport de la commission d'enquête et voir les perspectives à court, à long, à moyen terme. Parce que, comme tu dis, rester 40 ans, prendre 40 ans de retard sur un dossier, ça ne se règle pas en une année, voire même 10 ans. Et l'urgence, aujourd'hui, ça doit être quoi? Les Guadeloupéens, ils veulent de l'eau dans les robinets tous les jours? C'est pas les Guadeloupéens veulent de l'eau. Les Guadeloupéens doivent avoir de l'eau. Je crois. C'est comme on dit, c'est pas en faveur. C'est dur. En faveur. Et vraiment, nous, l'avantage, entre guillemets, c'est qu'à Bemao, très souvent, quand on a des coupures, c'est pour des raisons de travaux. Mais c'est une situation qui
qui pour moi déjà inquiétait pendant longtemps. Maintenant, il faut qu'on trouve les vraies solutions dans le cadre de l'action concertée, vraiment. Ce que je pourrais quand même rajouter, c'est que moi, je ne veux pas porter de jugement sur qui que ce soit. Je n'ai jamais été une femme agissant de la sorte. Mais ce il faut pouvoir dire les choses en toute sincérité, en toute vérité quand même. Il y a un moment donné où le job n'a pas été réalisé. En ce qui nous concerne sur BMAO, c'est vrai qu'on a des coupures, on a deux cas de figure, Michel vient de le dire. On a des raisons de travaux et on a aussi également le cadre de la tournante d'eau dans le cadre de la solidarité avec d'autres communes parce qu'on a un problème de pression. En ce qui nous concerne, dès notre arrivée effectivement sur le territoire de BMAO, déjà avec Harry Chalus, l'ancien maire, ce sont des dizaines de kilomètres de routes, de tuyauteries qui ont été changées. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a des travaux qui sont réalisés dans toute la zone de café, dans toute la zone de petit café, jusqu'en allant vers Font-Richer, de manière à pouvoir travailler sur cet aspect des choses. Et puis sur le volet assainissement aussi, là aussi c'est une problématique. Ceux qui étaient avant nous aussi également n'ont pas fait le job. Il n'y avait pas de véritable schéma d'aménagement de l'assainissement sur le territoire de la ville de BMAO. En ce moment, c'est ce que nous faisons de manière à pouvoir, et c'est par exemple, je prends l'exemple du côté de Bellecour, c'est pratiquement 800 000 € de travaux qui ont été réalisés. Aujourd'hui, du côté des rues de Bellecour, toute la rue qui prolonge la maison des aînés, là aussi, en ce moment, il y a des travaux qui sont réalisés. Donc, on essaie de pallier, c'est vrai, mais je pense qu'effectivement, tout un chacun devra se mettre ensemble parce que c'est ensemble qu'on pourra régler cette problématique de l'eau. Il n'y aura pas que les communes parce qu'on voit toutes les difficultés aujourd'hui que connaissent les communes. On a aussi les EPCI qui aujourd'hui, il faut le dire, qui ont récupéré cette compétence eau. Et puis, c'est vrai, on a la région Guadeloupe qui accompagne, le conseil départemental qui a mis la main à la pâte et l'État aussi qui doit jouer son rôle pleinement en matière de problématiques sanitaires sur le territoire de la Guadeloupe. Joseph Lay, le constat que vous faites de la gestion de ces problèmes d'eau sur BMAO, quel est-il? Non, comme je rejoins Madame le maire. Non, nous avons l'avantage d'être branchés aussi, je pense, sur l'usine de Véonou, Moustique ou Véonou, qui nous protège, si vous voulez, de ces coupures intempestives. Donc, non, à BMAO, effectivement, ce matin, je me suis réveillé, il n'y avait pas d'eau. Ce sont des choses qui arrivent. Mais comme on dit, je pense que c'est dû à des travaux sur la région de la retraite. Mais nous n'avons pas grand chose à nous reprocher en termes de gestion de l'eau à BMAO. Vous gardez la main. Quel bilan faites-vous de l'action départementale dans ce canton de BMAO? Là, le bilan qu'on peut faire, moi c'est dommage que les conseillers sortants ne se représentent pas ou ont pris la place ont choisi ou ont été imposés d'être suppléants. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que effectivement en 2015, je pense qu'il y avait un programme. Il y a eu des doléances, on a fait des propositions, on a fait des promesses à la population. Le minimum aurait été que ces sortants, si vous voulez, si aujourd'hui ils ne pouvaient pas être titulaires, mais au moins donner une feuille, au moins donner un dossier aux titulaires. Je constate que les entrants ont réalisé comment on appelle, un livret au moins de 40 pages et qui côtoie ou on confond les prérogatives municipales, les prérogatives départementales. Ils ont même vanté le bilan qui n'a pas été réalisé, des travaux qui n'ont pas été réalisés par les conseillers sortants. Et nous constatons le bilan des conseillers sortants, c'est quoi? Est-ce qu'on peut dire que quand on parle de solidarité, quand on parle de proximité, quand on parle de cohérence, est-ce qu'ils ont eu une permanence? Est-ce qu'on est sûr que la gestion des dossiers ayant attrait au conseil départemental a été réellement traitée? Parce que, je me répète, n'ayant pas de compte-rendu, n'ayant pas de bilan. Et puis aussi, il faut dire que c'est, à tous les cas, c'est 90 000 € d'indemnité. Donc, si, vous avez fait 6 ans, 90 000, on passe à 2 autres. Et puis peut-être dans 6 ans,
Madame Polifote et Monsieur Madou seront les suppléants de 2 autres, et puis ça concerne comme ça. Bon, moi, je dis que c'est un canton, le canton 1 de Bemao, qui a été toujours mis de côté, sous-estimé, parce que la ville de Bemao, dans les décisions du conseil départemental, devrait être plus présente. Et c'est là notre axe fort, c'est de faire en sorte que toutes les décisions du conseil départemental qui concernent le territoire de la Guadeloupe, que Bemao soit mise en priorité. Michel Mado. Déjà dans un premier temps, les conseillers départementaux aujourd'hui suppléants, c'est vrai, certes, puisque nous sommes dans une logique de transmission, c'est un choix que nous avons fait. Ces conseillers départementaux ont fait leur job. Juliana Dan, pour ne citer qu'elle, par exemple, recevait tous les jeudis après-midi. Un conseiller départemental, aujourd'hui, nous sommes, c'est vrai, les candidats entrants. Ce sont les candidats entrants, me semble-t-il, que vous avez invités. Les candidats sortants, chaque fois que nous prenons la parole sur le terrain pendant cette campagne, prennent aussi également la parole pour dire ce qui a été réalisé. C'est l'accompagnement des familles. Et ça relève de la discrétion d'un conseiller départemental. Et même quand moi, le maire, j'ai une situation de famille en difficulté et j'en fais part au conseil départemental, je n'ai pas à le dire à M. Lé, puisque je suis dans un respect de la situation de la personne. Ce sont aussi en matière d'aménagement, avec le FAC, des travaux réalisés, particulièrement les trottoirs, les routes. C'est également l'accompagnement sur l'école de Calvaire. C'est le pont de la retraite qui allait s'effondrer, qui a été réalisé. Et j'en passe, l'amélioration de l'habitat pour plusieurs familles. Là, je pense qu'ils ont fait leur job. Et le choix a été fait aujourd'hui de la transmission. Et bien sûr, Michel Mado et moi-même, on s'engage. On s'engage puisque nous avons effectivement un programme, mais je crois que M. Lé doit certainement apprendre à compter les pages. Il n'y a pas 40 pages. Et il n'y a pas non plus le bilan de la collectivité municipale, parce que hier, j'ai assisté à une municipalisation de cette campagne par M. Lé sur un autre média, et là, je dis stop. Dans ce programme, il y a effectivement uniquement des projets que nous comptons bien traduire, tout comme on a l'habitude de le faire en tant que collectivité municipale, et bien de traduire ces projets-là en action. Et c'est ce que nous ferons. Et là, je me suis engagée. Parce que je suis connue à Bemao pour une femme. Lorsque je dis non, c'est non, parce que je ne peux pas, non parce que je ne veux pas. Mais quand je dis oui, c'est oui. Donc, sur ce programme, il y a des compétences qui sont bien les compétences du conseil départemental. Et là encore, M. Lé doit aussi se former sur les véritables compétences du conseil départemental. Et il comprendra que les différents engagements que nous avons pris sur ce programme, tant en matière de petite enfance, tant en matière de jeunesse, tant en matière d'insertion par l'économie sociale et solidaire, qui est aussi, même si l'économie n'est pas le cœur de métier du département, mais c'est le cœur de métier de la région Guadeloupe, mais l'économie sociale et solidaire est un levier qu'on peut utiliser, les chantiers d'insertion, mais aussi nos aînés également, et puis les compétences qui sont partagées, bien sûr, telles que le sport, la culture, et puis bien d'autres. Joseph Lé. Madame le maire a fait une belle publicité, mais mes propos demeurent toujours en l'état. Aujourd'hui, c'est le devoir du candidat entrant de faire un programme calqué sur ce qui n'a pas été fait. Donc, se baser sur des promesses tenues sur les élections municipales demeure toujours en l'état. Et je dis aujourd'hui, la ville de Bemao n'a pas les moyens financiers d'assurer son quotidien. Donc, toutes les promesses, tous les dossiers qui seront amenés à faire dans le cadre du conseil départemental devront avoir l'avis de cette dernière, parce que là, est-ce que la collectivité bémaotienne pourra subvenir aux différentes propositions faites sur ce fascicule?
Monsieur Lé, vous étiez au conseil municipal, vous avez refusé de voter le budget de ce conseil. En refusant de voter le budget de ce conseil, eh bien, vous avez quelque part foulé au pied un certain nombre d'actions et de projets pris, en tout cas, en faveur de la population bémaotienne. Je vais encore vous le dire, la ville de Bémao assume pleinement. Je vais vous dire pourquoi. Je vous donne un exemple. La maison de la parentalité, aujourd'hui, et de la famille, est une maison qui a été construite pour recevoir les Bémaotiennes, les familles bémaotiennes, pour les accompagner, pour pouvoir les écouter. Et la ville de Bémao a été en mesure de réaliser cette maison. La piste de sécurité routière qui sera en mesure, pratiquement, on va passer à l'inauguration pour ces deux projets, sera en mesure de recevoir l'ensemble des Guadeloupéens. Parce que lorsque nous pensons et nous agissons Bémao, mais nous pensons et nous agissons Guadeloupe. Parce que les collèges, ce sont des élèves qui viendront demain pour pouvoir parfaire leur éducation à la citoyenneté et également à la sécurité routière. Et là aussi, la ville de Bémao. Je vous donne rien que 2 exemples. La ville de Bémao est en mesure, mais je ne vois pas, c'est pas parce qu'on a beaucoup dit de la ville de Bémao, c'est une ville riche. Mais pour autant, quand on a des projets et quand on a des ambitions pour sa ville, eh bien, il faut être en mesure de monter des projets, de les ficeler et de pouvoir les emmener là où il faut. Et c'est en ce sens que nous voulons aller au département. C'est en ce sens également que nous solliciterons la région Guadeloupe, comme on a l'habitude de le faire, et l'État également sur un certain nombre de prérogatives, telles que par exemple la construction de l'école de Calvaire, où nous avons été accompagnés par les fonds Barnier, par l'État. Et donc c'est ça. Donc la ville de Bémao a tous les moyens de sa politique, mais je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas faire des demandes à l'extérieur. Joseph Lé, ensuite la parole à Michel Mado. Une précision, Madame le maire, le jour du vote du budget, je fais partie de la commission finances. La réunion de cette commission s'est tenue la veille du conseil municipal. Et le jour du conseil municipal, vous étiez absent, sans donner de procuration. Alors moi, je veux bien. Nous sommes d'accord, on discute. Mais il ne faudrait pas dire n'importe quoi parce qu'il y a la population de Bémao qui nous regarde. Monsieur Lee, je ne suis pas venu faire du cancanis avec vous parce que hier vous avez passé le temps. Hier vous avez passé le temps. Oui, j'étais absente, j'étais malade, parce que ça arrive quand on est malade. Ce n'était pas la première fois puisque j'ai eu par le passé. Je suis restée 5 ans, d'accord, par 2 fois. Oui, j'étais malade et je n'étais pas là. Il n'en demeure pas moins que je vous ai dit ce que vous avez fait. Et une commission peut se tenir la veille. Je ne vois pas où est le problème pour vous. Puisque vous avez vos dossiers, vous travaillez vos dossiers en amont, et avec la commission, eh bien, vous êtes là pour pouvoir poser les questions pour parfaire et voir les choses qui ne vont pas et réajuster ensemble. La tentation de la municipalisation est grande. Hein. Non, il n'y a pas de tentation. C'est des petits réajustements. Les tentations pour moi, non. Vous demandez à M. Lee de rester sur le présent objet aujourd'hui, qui est les élections du conseil départemental, qu'il arrive au moins à discuter de cela et dans les compétences qui sont du conseil départemental. Michel Mado. Oui, alors plusieurs choses. Hein. On va recentrer. Déjà, je trouve assez malsain et malhonnête de parler en termes de 90 000 euros de ceci, 90 000 euros de cela, quand on parle de personnes qui prétendent à un suffrage et dans l'intérêt de la population. Et c'est notre cas. Alors, je ne sais pas, en tous les cas, merci d'avoir fait ce calcul. Nous, on n'y était pas et on est loin de ça. Mais merci de nous l'avoir dit. Hein, ce chiffre, on sent quelle est la motivation des uns et des autres. Mais surtout, ça nous conforte dans le fait que nous sommes vraiment opposés dans cette démarche. Alors, premièrement, c'était ça. Deuxièmement, il faut vraiment qu'on soit dans le cadre des élections au conseil départemental. Notre programme ne fait pas 40 pages, il en fait 12. Mais effectivement, on aurait pu faire 40, mais auquel cas, vous nous aurez dit qu'on a fait un programme de 100 ou de 130. Alors, sur nos 12 pages, forcément, un programme, c'est sur ce qui reste à faire. Donc, on est en phase avec ça. Et je mets quiconque au défi sur tous les enjeux, sur tous les axes, que ce soit l'aménagement, l'éducation, la citoyenneté, l'interventionnisme du conseil départemental dans l'ESS, l'inclusion numérique, la lutte contre l'électronisme. Tout ça, ce sont des champs d'action où le conseil départemental a toute latitude. Que ce soit des prérogatives directes ou encore des pistes d'interventionnisme, en tous les cas, pour rendre l'action publique cohérente. Ça, c'est une seconde chose. Alors, après, j'ai envie de dire, il faut qu'on soit en phase. Nous sommes comptables,
de M. Justin Dessoutes. Nous sommes comptables de leur bilan, il n'y a pas de problème, on l'assume. D'ailleurs, ils sont nos suppléants. Et j'ai envie de dire, il faut se poser les bonnes questions. Si la ville de Bemao arrive à faire autant de structures d'action telles que la maison de la parentalité, et c'est pas anodin, la parentalité, on parle d'entraide au cœur de la famille, l'ancienne maison du docteur Artis, que le candidat les connaît bien. Cette maison, elle a été financée par la ville de Bemao, pas par le département. La piste de sécurité routière, on entre dans un cadre d'éducation et de citoyenneté pour tous les collégiens de Bemao et même de manière très large les collégiens de Guadeloupe, cette piste de sécurité routière n'a pas été financée par le conseil départemental. Donc effectivement, si monsieur l'a dit que les conseillers départementaux sortants auraient pu faire mieux, eh bien je vais dire qu'ils auraient pu faire mieux si la majorité du conseil départemental avait fait son job et avait aidé ses candidats, avait aidé ses élus départementaux. Donc oui, nous sommes comptables de leur bilan, il y a des actions, et j'ai envie de dire la question de la permanence, faut qu'on soit honnête. Alors si certains veulent s'évertuer à avoir une structure avec leur pancarte dessus et ne pas pouvoir payer le loyer après, ça c'est eux. En tous les cas, nous, notre permanence, c'est la rue. Parce que nous, on la relève et les administrer. Non, mais c'est pas une figure de style, c'est pas une blague en disant ça, hein, c'est pas une punchline. Nous sommes réellement, combien de fois, Monsieur Dessoutes et moi-même sommes allés voir des familles pour des questions d'handicap, et là, il n'était pas question une élection départementale, des personnes en situation de handicap où effectivement il faut trouver une solution parce qu'on n'achète pas un handicap. Là, on trouve dans une situation, après il y a l'aménagement de son domicile et là c'est la compétence du conseil départemental et là on en parle aussi dans d'autres programmes. J'ai envie de dire que ces personnes, quand on les a contactées, il y a une réalité. Aujourd'hui, il y a des personnes en situation de handicap, il faut régler leur quotidien. Nous on intervient, comment on le fait? Après, on avait la chance d'avoir des élus aussi bien au conseil régional qu'au conseil départemental et nous, fort de notre action CCAS, il s'agit de coordonner tout ça et c'est ce qu'on a fait. C'est ce que l'on a fait. Alors, j'ai envie de dire, nous sommes en phase avec notre programme. On l'assume parce que c'est ce qui reste à faire et c'est notre volonté. Il ne s'agit pas de bilan ni des municipales ni de quoi que ce soit. Quand on parle de l'irrigation, de l'accessibilité des deux GFA, que ce soit celui de Birmingham ou du Puy, nous, on ne parle pas de la commune. On parle de prérogatives du conseil départemental et nous y sommes. Lorsqu'on parle d'accompagnement des bailleurs sociaux sur les logements locatifs très sociaux, c'est encore une volonté que l'on a dans notre politique, dans la perspective que l'on conçoit avec le conseil départemental. Lorsqu'on parle d'accessibilité sur les deux routes départementales qui traversent la ville, ben là encore, mais et combien de fois même, j'ai envie de dire, et à Calvaire, on a une section à Calvaire, on a une partie à Calvaire où il y a un pan de route, c'est la ville. Un autre pan de route, c'est le département. Et un peu plus loin, on sait que c'est la région. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois, là, nous pas couper ZEB. Nous pas regarder que nous pas couper ZEB à la commune. Nous pas couper ZEB. On fait le travail pour la population. Donc, il faut qu'on soit honnête dans le discours et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, quoi. Et nous sommes en phase avec les prérogatives qui sont celles du conseil départemental et on s'y applique. Et c'est ce qui est dans le programme de 12 pages et non 40 pages, même si ça peut paraître compliqué pour certains, mais c'est vraiment 12 pages. Joseph Lay. Moi, je vais clore là-dessus parce que, moi, je dis que tout projet, et c'est ce que nous, en tant que conseillers départementaux, on aura la charge de faire, tout projet bien ficelé doit être financé par plusieurs administrateurs. Le cofinancement. Donc, je ne pense pas que dire qu'un projet a été financé sur les seuls fonds de la commune, je ne pense pas en matière sociale, c'est une bonne chose. Plutôt un manque ou une mauvaise approche de la chose. Laissez poursuivre, monsieur Lay, il a du temps à attraper. Très bien, il n'a pas terminé. Nous, ce que nous prenons dans notre démarche, c'est la proximité. J'ai entendu que effectivement le siège social de CRT, c'est la rue. Non, peut-être la permanence. Non, c'est vous qui parlez des permanences et nous dites, nous, permanence, nous, c'est la rue là. C'est la rue. Voilà. Alors bon, reste à savoir quelle définition qu'on donne. Nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est une nouvelle approche de l'action sociale et solidaire à Bemao. Cette approche doit se faire, je le redis, en ayant tout d'abord un lieu de réception. Je veux bien recevoir, je rencontre les gens dans la rue, mais si je veux parler, si je veux discuter sérieusement, je dois avoir un lieu pour recevoir cette personne en bonne et due forme. Donc, il y a la permanence, il y a l'approche, la proximité, aller vers la rencontre des gens, savoir les écouter.
savoir les entendre, savoir les comprendre aussi. On peut, nous sommes en campagne électorale, c'est le moment de faire des promesses. Mais sachez une chose, que les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Mais c'est bien, appliquez-vous ça, le candidat. Nous avons une approche, nous avons des propositions à faire en termes de solidarité, en termes de culture, en termes d'aménagement du territoire. Donc c'est tout un panel d'actions et de propositions que nous sommes déterminés à proposer à la population. Justement, allez-y sur votre programme, parce que bon, il va falloir qu'on avance un peu. Juste une chose. On va prendre un exemple clair. Alors, la maison, l'ancienne maison coloniale, le café Tamarinier, que nous avons rénové grâce à toute une politique et notamment en mettant l'appui sur l'insertion, cofinancement ville-région, 350 000. Et cette maison qui a une vocation de patrimoine, j'ai envie de dire le patrimoine, c'est quand même aussi l'un des fers de lance du conseil départemental qui est lui-même promoteur des journées du patrimoine. 350 villes, 350 régions. La région a aussi financé les autres. Il y a eu un cofinancement, sauf que ce que je dis, c'est que sur des prérogatives propres au conseil départemental, le conseil départemental n'y était pas. Et là, non, mais on peut le dire, les seules interventions, le pont de la retraite et les abords de l'école, effectivement, et ça, c'est sectaire. Donc je veux dire qu'il n'y a pas, non, mais il faut que les vérités soient dites. Il ne faut pas qu'il y ait de flou sur certaines choses pour ne pas entretenir des mauvaises pensées, quoi. Parfait. Joseph Lay, poursuivez sur votre programme. Moi, je ne représente pas ici le conseil départemental. Non, mais tu prétends je dis... Non, mais tu prétends oui, mais ce sera fait autrement. Ce sera fait autrement. Ah, d'accord. Oui, ce sera fait autrement. Votre programme. Je m'engage devant les BEMA aussi que ce sera fait autrement. C'est une promesse là aussi. Oui, c'est une promesse. Oui, je m'engage parce que les BEMA aussi me connaissent. Ok. Je ne suis pas un homme de la rue, mais je suis dans la rue. D'accord. Donc, on leur promet. Donc, nous avons une démarche, nous avons une approche au niveau des compétences du Conseil général. Donc, en matière, dans tout ce qui concerne l'action sanitaire et sociale, comme je dis, dans notre approche, nous avons discuté, nous échangeons. Samedi dernier, j'étais au 109 Parcelles. On discutait avec une administrée qui nous disait qu'on a refusé de lui accorder une aide par rapport à sa couleur politique. Donc, je peux donner le nom. Donc, nous devons faire en sorte que ça s'arrête. De contourner ou de porter un plus, mais de ne pas, dans un premier temps, étant donné que ce n'est pas de notre bord, on rejette. Parce qu'en retour, tout ce qu'on pourra faire après, c'est contre nous, ça va se retourner. Donc, nous avons une approche au niveau des actions sanitaires et sociales. Nous avons une approche sur l'aménagement durable du territoire. Il faut que le Conseil général participe aux différents schémas directeurs. Parce que je répète que sur le canton de Bémao, le canton 1, on a la zone industrielle de Jarry, on a les lotissements, on a la zone agricole. Donc, c'est une multitude de zones d'activités diverses et que tout un chacun doit trouver sa place et doit être des éléments moteurs de la direction que nous voulons impulser à ce canton. Très bien. On vous écoute, Michel Mado, Hélène Polifonte, sur votre programme, vos principales propositions. Les propos de M. Ly, parce que moi je veux qu'on puisse rehausser ce débat. Hein. Pour moi c'est essentiel et c'est important. Au niveau de la collectivité de Bémao, pour terminer avec cela, je dirais tout simplement que jamais il s'est agi, vous parlez certainement du CCAS, sauf si vous parlez du conseil départemental, alors ça revient ce choix justement à la présidente sortante, parce qu'il n'y a qu'elle qui aurait pu faire cela. D'accord? Et au niveau du CCAS, nous accompagnons tous les Bémaotiens, quel que soit de toute manière, il n'y a pas de couleur politique chez moi. Je n'ai pas de couleur politique. D'accord? Je n'ai pas de couleur politique chez moi et on accompagne tous les Bémaotiens qui font la demande. Et s'agissant du CCAS, il y a un plafond et il y a un nombre d'aides par an. D'accord? Donc, si la personne a eu droit à une aide, la personne ne peut pas
une deuxième fois revenir. Et ça, c'est le fonctionnement du CCAS, et ça, c'est la loi. Donc, chez moi, au CCAS, si vous parlez du CCAS, il n'y a pas de couleur. Et je voudrais qu'on puisse rehausser le débat. J'aurais préféré vous entendre dire véritablement ce que vous avez comme ambition, puisque vous avez parlé d'ambition, et que vous vous êtes engagé pour les BEMA aussi. Moi, je dirais que nous avons plusieurs axes pour les BEMA aussi. Déjà, en ce qui concerne, puisque M. Li a parlé de l'action sociale, effectivement, nous voulons continuer à faire de BEMAO cet accélérateur d'innovation, parce qu'on a démontré qu'on était capable d'innover et innover pour durer au niveau de notre territoire. Eh bien, il s'agira pour nous, bien entendu, en matière de petite enfance, en matière de jeunesse, mais également au niveau de la famille, faire en sorte, puisque nous avons mis en place une maison de la parentalité, eh bien, on veut pouvoir faire bénéficier de cette expertise à l'ensemble des territoires guadeloupéens, bien sûr. En matière de petite enfance, il s'agira pour nous d'accompagner, tout comme on l'a fait pendant ces 6 années, que ce soit au niveau du conseil départemental ou autre, eh bien, accompagner tous les porteurs de projets. Parce que c'est vrai, BEMAO, c'est 30 000 habitants, mais BEMAO aussi, comme l'a dit M. Lé, c'est aussi Jarry, où on a une multitude de personnes venant de tous les territoires. Il s'agira pour eux de trouver un mode de garde. Et là, on sera aux côtés de tous les porteurs de projets. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, la semaine dernière, les conseils départementaux sortaient, ils étaient sur un projet. Il s'agira aussi pour nous, ville de BEMAO, en tout cas moi en tant que femme, j'ai été pendant 15 ans l'adjointe au maire en charge du social de monsieur Chalus. Je connais les difficultés. Aujourd'hui, la Covid-19 nous a démontré effectivement qu'on a de nouvelles formes de précarité sur le territoire. Eh bien, j'en veux pour preuve un projet que nous avons au niveau de notre programme, qui est la création d'une crèche solidaire sur le territoire de la ville de BEMAO. Et puis l'accompagnement aussi également de toutes les associations qui œuvrent dans le domaine de la petite enfance. S'agissant de l'éducation, eh bien, nous sommes 2 enseignants et nous sommes les mieux placés pour comprendre quelles sont les difficultés que connaissent nos enfants, et particulièrement en matière de fracture numérique. Eh bien, il s'agira pour nous de faire en sorte qu'à la rentrée, eh bien, les enfants puissent pouvoir avoir, et souvent je dis les enfants, nos enfants puissent avoir un kit leur permettant d'avoir une tablette pour pouvoir travailler, parce qu'on a beaucoup aidé au niveau de la collectivité. Il faut que le département, lui, joue tout son rôle pleinement au niveau de la prochaine rentrée. Et puis, travailler avec des bonnes conditions de pédagogie et d'éducation, c'est pas un luxe, c'est un dû, c'est pas un confort qu'on nous donne. Et là aussi, il faudrait accompagner les établissements scolaires de manière à pouvoir faire en sorte qu'il y ait des climatiseurs dans les salles, puisque on sait que ce sont des conditions qui sont difficiles et pénibles. Si on a chauffé en France avec chauffage, pourquoi pas. Et puis, on pense aussi à nos aînés, livre d'or. Souvent, les gens, quand ils parlent de patrimoine. Pour nous, c'est un héritage. Pour moi, c'est ma force, et il faut aussi les accompagner. Et moi, j'ai fait le choix, avec mon équipe, de maintenir nos aînés à domicile. Et pendant 28 ans, je me suis occupée de Mama Bonne, qui m'a porté au baptême. Et je sais ce que c'est, cette envie pour les personnes de bien vivre, de bien vieillir chez elles et de bien finir leur vie chez elles. Et bien pour cela, il s'agira avec le conseil départemental de les accompagner de manière à faire en sorte qu'il y ait une adaptabilité de leur logement. Mais il s'agira aussi pour nous d'apporter d'autres modes, je dirais, d'accueil innovants, puisque c'est vrai qu'on a des personnes, il y en a des EHPAD, mais on sait très bien que nous avons beaucoup de familles bémaotiennes ou guadeloupéennes qui n'ont pas cette possibilité financière d'aller dans les EHPAD. Et puis, on veut aller vers un mode d'accueil. On a déjà le terrain qui est une résidence senior intergénérationnelle où il s'agira ensemble d'avoir des seniors avec tout ce qu'il leur faut, kinés, coiffeuses, podologues pour pouvoir chouchouter nos grands-parents, et des jeunes à côté qui pourront aussi les accompagner. Et puis, je peux laisser la parole à Michel. Non, mais complètement. Et puis, la vraie cohérence de tout rapidement, ça, la vraie cohérence de tout ça, c'est qu'on arrive à avoir une vraie attractivité du territoire en créant, en valorisant nos talents, en créant nos talents avec l'aide, et on parlait de SS, c'est très important, avec des associations qui pourront, elles, sur le terrain, nous aider, des fondations, les mutuelles, l'aide des mutuelles, et donner notre sens en prenant soin de nos aînés et en donnant du sens à ce qu'on fait. Et l'attractivité du territoire, c'est vraiment ça, et c'est la mutualisation des accompagnements entre toutes les collectivités qui pourra permettre ça et ne pas s'enfermer dans des propos, des guerres, des attaques qui municipalisent l'enjeu, alors que les vrais enjeux sont beaucoup plus larges, quoi. Parfait, alors, nous allons pouvoir... Si vous voulez me pardonner... Gardez votre temps de parole pour la conclusion, parce que là, on va devoir boucler. Nous arrivons donc au terme de ce débat. Vous allez pouvoir vous adresser directement à vos électeurs et électrices donc, de ce canton de BEMAO, ce premier canton de BEMAO. Joseph Lé, c'est à vous. Donc, ce que moi, je pourrais dire à la population de BEMAO,
c'est qu'aujourd'hui, le mouvement Rassemblé Bemao, nous sommes porteurs de nouveaux projets qui concernent les actions du conseil départemental dans toute sa splendeur pour le canton de la ville de Bemao. Le peuple n'a plus besoin qu'on lui fasse des promesses et qu'en bout de compte, on ne sache pas si les promesses réalisées 6 ans après ont été maintenues ou reportées. Donc, nous voulons axer notre effort sur le travail bien fait, afin que la population ressente dans 6 ans le reflet de nos engagements. Michel Mado. J'ai envie de dire, Michel, si tu permets. Michel Mado d'abord. Michel Mado, la conclusion. Nous, on ne dit pas qu'on a des projets. Nous avons un programme, c'est pas pareil, et toutes nos idées sont énoncées, toute notre volonté, elle est déjà bien dictée, elle est déjà bien écrite pour la population. Il nous appartient à cœur d'être, il nous tient à cœur d'être quelque part les moteurs, cette passerelle entre les différentes collectivités. J'insiste, hein, l'État diminue ses dotations. Une seule chose pourra nous aider aujourd'hui, c'est si on arrive à travailler de manière conjointe. Et je le dis, j'ai entendu quelque chose tout à l'heure, je préfère ne pas répondre car c'est notre cheval de bataille. Il y a 2 temps. Le temps de la campagne, où là on défend des groupes, chacun défend son groupe et ses idées. Et il y a le temps où on gère, le temps de la politique même, où là il n'y a pas d'appartenance. On gère pour toute la population. Donc nous on n'a pas de problème à rassembler parce que nous sommes déjà unis et on prône l'unification. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, dans un souci de cohérence, de crédibilité, on veut absolument encore aller plus loin, toujours être proche de notre population, donner du sens à l'action publique sur tous les enjeux qui sont les nôtres. C'est d'ailleurs pour ça, quand on nous dit quelle est votre priorité, on dit on a une seule priorité, c'est-à-dire respecter notre parole, la parole donnée, être à la hauteur de tous les engagements qui sont les nôtres, être à la hauteur de la collectivité à laquelle on veut siéger, qui est le conseil départemental, dans l'intérêt de la population. Donc voilà, quand certains ont des projets, nous on a un programme. Voilà. Hélène Polifonte, le mot de la fin pour vous. Oui, simplement, je voudrais juste revenir sur un mot utilisé par Michel, l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et on a démontré au niveau de la collectivité de Bemao qu'on pouvait faire et on savait faire. D'ailleurs, en tant qu'adjointe au maire, 2 associations d'insertion, Paix 2002 et FAMDA aujourd'hui dans les écoles. Il s'agira pour moi d'aller dans cette même dynamique avec nos aînés. Après avoir formé nos jeunes au métier d'auxiliaire de vie, ils pourront se rendre, se déployer chez nos aînés. Et également un café solidaire avec les personnes en situation de handicap. Et là, la gestion et le service sera assuré par eux. Donc, je demande à la population bémaotienne de nous faire confiance, de continuer à nous faire confiance parce que nous avons démontré que lorsque nous prenons des engagements, nous le tenons. Je le dis souvent, je m'engage sur ce que je peux tenir, je ne m'engage pas sur ce que je ne peux pas tenir. Et c'est ce qui fait ma force. C'est la raison pour laquelle j'invite tous les bémaotiens à nous faire confiance, à voter et à faire voter dès le 20 juin pour le binôme Polifonte Mado. Merci. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche pour le verdict des urnes dans votre canton et dans les autres cantons où les électeurs seront appelés à voter. L'actualité continue sur Éclair FM TV.